Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir dans cette interview spéciale Michel Souka. Michel Souka, vous le connaissez très bien, c'est un historien, un journaliste qui est très présent dans le débat public haïtien. Donc, avec lui, nous allons aborder des questions concernant l'actualité haïtienne, mais surtout, également, nous allons essayer d'apprendre plus sur qui il est vraiment, cet intellectuel engagé qu'on entend beaucoup et dans les médias haïtiens. Donc, c'est l'occasion de découvrir à la fois le personnage et ses réflexions sur l'actualité haïtienne du moment. Alors, bonjour Michel Souka. Eh bien, bonjour Guy et bonjour à tous ceux et à toutes celles qui regardent et écoutent ce médium. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que vous êtes on va dire un personnage public, vous êtes très écouté, votre nom est presque partout, mais on connaît très peu de choses sur vous. Alors, en dehors de l'écrivain, de l'homme politique engagé, alors, mais qui êtes-vous réellement, Michel Souka, en quelques mots? Bon, ça, c'est une question difficile à répondre, parce que, bon, c'est la plus grande question, se connaître soi-même. On ne se connaît jamais tout à fait. Donc, ça va dépendre de sous quelle langue on veut aborder le personnage. Eh bien, qui êtes-vous réellement? L'angle le plus classique, c'est-à-dire un peu sur votre parcours, sur votre histoire familiale, etc. Où est-ce que vous êtes né? Bon, dans ce cas, je suis né à Port-au-Prince le 22 août 1955. J'ai fait mes études en Haïti, primaire, secondaire, un peu universitaire, un peu à l'étranger au Canada. Je suis né dans une famille de classe moyenne. J'ai grandi à Carrefour. Et je peux dire que très tôt, j'ai eu le goût de l'histoire. Et je voulais comprendre ce qui se passait dans mon pays, parce que quand même, j'ai grandi sous une dictature, qui était une dictature terrible, celle de François Duvalier. Et j'ai voulu très tôt changer les choses, parce que je trouvais que déjà, ça fonctionnait très mal. Donc, je me suis mêlé très tôt des affaires de mon pays, disons de nos affaires. Et j'ai commencé à publier, j'avais 16 ans. Et par la suite, comme tout bon haïtien qui se respecte, j'ai publié de la poésie, ensuite du théâtre, des textes historiques, des textes politiques, des romans et des biographies. Oui, donc je me suis beaucoup mêlé, je pourrais dire, donc, bon, j'ai eu beaucoup d'actions politiques, tant sur le plan légal que sur le plan clandestin. Du côté de la dictature, enfin, à la période de la dictature, j'ai connu l'exil, je suis revenu. Bon, bref, j'ai connu de très mauvais moments, tentatives d'arrestation. Heureusement qu'on n'a jamais pu avoir ma peau. Et puis bon, jusqu'en 87, j'ai activement participé à la vie politique du pays. Mais à partir de 87, j'ai estimé que je ne pouvais pas continuer sans approfondir ma connaissance du pays. Et c'est pourquoi je me suis arrêté, du point de vue de la militance, et j'ai passé de longues années à fouiller l'histoire du pays, la sociologie, etc., pour pouvoir mieux comprendre, parce que j'ai l'impression parfois qu'on faisait fausse route à cause de l'ignorance que nous avions du fait ici. Bon, maintenant, j'ai créé à l'époque de la dictature, j'ai participé à la fondation de l'Association des écrivains haïtiens. Et par la suite, à partir de 1986, j'ai participé à la fondation de l'Institut mobile d'éducation démocratique, du Congrès national du mouvement démocratique CONACOM, avant donc de me retirer, comme je dirais, dans mes travaux intellectuels, ce qui va donner naissance à plusieurs de mes ouvrages, les 5 tomes de la série d'entretiens avec l'histoire, également, je dirais, des romans historiques. J'en ai écrit plusieurs, Courage et Frères, qui a reçu la mention spéciale de l'Association des écrivains de langue française de la Caraïbe. L'Âge du Tigre,
la dernière du assassinat sur le compte, La prison des jours, Le sang du citoyen, Sylvain Salnav, L'Abdou sa mère, Akao, Que ta mort ne tue pas ta vie, et puis des biographies plutôt, sur deux prêtres haïtiens, Jacques Mésidor et Arthur Volel, des musiciens haïtiens, Manu Chalma, Dickens Point Civil, Raoul Guillaume, le footballeur haïtien, enfin une histoire du football haïtien à travers la carrière de Philippe Vaube. Et puis, comme je vous ai dit, 4 pièces de théâtre qui ont été publiées aux éditions Publicites de Paris. L'une a été jouée ici en 2014, La Cour des Miracles. Et puis, j'ai eu énormément d'émissions d'éducation à la radio, depuis surtout, enfin, en 86 à Moto, à Métropole. Ensuite, à partir de 93, pendant plus d'une vingtaine d'années, sur Radio Signal FM, qui étaient des émissions sur l'histoire d'Haïti, sur l'économie et la politique internationale. Ce qui s'en est suivi, c'est que, bon, mon Dieu, j'ai répondu à beaucoup d'invitations pour des conférences à travers Haïti, comme à travers la diaspora. Et n'était-ce les événements qui se sont passés le 11 novembre, la fermeture de l'aéroport, je serai maintenant avec vous à Paris, en train de prononcer une conférence sans doute. Donc voilà, bon, j'ai résumé très vite pour vous. Si vous avez des questions, vous aimez approfondir certains points. C'est un parcours effectivement très, très, très riche. Mais j'aimerais savoir quel a été le déclencheur, en fait, quand vous étiez jeune, pourquoi vous vous êtes dit, ben voilà, il faut que je m'engage, que ce soit avec mes idées, tout ça. Est-ce que vous avez vécu quelque chose dans votre vie vraiment qui vous a poussé à vous engager? Oui, parce que mon père, c'est quelqu'un toute sa vie qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire du pays et qui connaissait beaucoup de gens du monde politique. Et je dois dire qu'il ne m'a jamais traité en enfant. D'ailleurs, il disait toujours qu'il n'a pas d'enfant chez lui et que je devais très tôt connaître et comprendre ce qui se passait dans mon pays. Donc, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, il me permettait d'assister aux échanges, aux conversations des adultes. Et c'était une période difficile parce que c'est la période de la dictature où les réunions de plus de 3 personnes étaient interdites, aussi absurde que cela puisse paraître. Donc, c'est ça qui a été, comme vous dites, le déclencheur. Mais pour comprendre, vous savez, la vie nationale, il faut comprendre l'histoire du pays. Donc, très tôt, je me suis intéressé à l'histoire, mais à l'histoire en général. C'est-à-dire l'histoire d'Haïti, c'est certain, mais aussi l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Et j'ai eu un furieux amour de la littérature également. Et pour moi, la littérature reste la vraie science humaine, parce qu'à travers elle, vous pouvez comprendre les hommes à tous les points de vue. Donc, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà été tenté, comment dire, par le pouvoir, parce que vous êtes populaire, et vous avez du charisme, vous avez un aura. Est-ce que ça vous est déjà, en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tenté par le pouvoir, dans le sens où vous vous êtes dit à un moment donné, j'ai envie d'y aller, voilà, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de prendre le pouvoir pour appliquer mes idées? Bon, c'est une question que l'on me pose à chaque interview, dans toutes les conférences que je fais, je vais te faire la même réponse. Être président ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être engagé dans la lutte de mon peuple pour qu'il puisse retrouver même une part de sa dignité et de sa souveraineté. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Ça ne m'intéresse pas d'être président, d'être baladé dans les voitures officielles, d'être aussi dans de grandes réceptions. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça, c'est de la frime. Ce sont les affaires de parvenus et d'arrivistes. Ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner mon peuple dans sa quête pour retrouver sa dignité, sa souveraineté et d'être maître de son destin. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Donc, en d'autres termes, je ne suis pas ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est intéressé par une candidature à la présidence. Non. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est que je suis candidat avec mon peuple au pouvoir. Et quand je dis le pouvoir, ça veut dire la capacité
de décider de notre destin en tant que peuple pour bâtir enfin cette nation haïtienne. Et bien sûr, ça passe par la construction d'un État authentiquement national. C'est ça pour moi l'objectif. Je ne suis pas inscrit, je ne me suis jamais inscrit dans un destin individuel, même en tant qu'intellectuel, même en tant qu'écrivain. Quand j'ai choisi de revenir en 1986 en Haïti, après 14 mois d'exil, j'ai reçu des offres pour rester au Canada. J'aurais pu le faire. Et j'aurais eu un destin individuel comme écrivain, comme intellectuel, professeur d'université, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je me suis toujours inscrit dans un destin collectif. C'est ça qui m'intéresse fondamentalement. Et tout ce que je fais est inscrit dans cette démarche. D'accord, ok, ça je comprends très clairement, mais effectivement, on pourrait facilement vous répondre, et si vous avez de belles idées, qui mieux pourrait incarner ces idées que vous-même? Alors bon, effectivement, mais je comprends très bien votre point de vue, et effectivement, je respecte. Alors, maintenant, abordons la question de l'actualité qui nous préoccupe en ce moment. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation dans le pays, en Haïti, où c'est presque invivable. Je dis presque parce que je ne veux pas exagérer. Je sais que la situation est laide, c'est une situation vraiment exagérée que vivent les Haïtiens. Alors, d'après vous, comment est-on arrivé là? Quelles sont les causes profondes qui fait qu'aujourd'hui, effectivement... vous savez, ça... Bon, écoutez, comment on est arrivé là, c'est pas tombé du ciel. Bon, vous savez, c'est un pays qui, pour moi, dans mon analyse, c'est un pays qui subit une crise que je qualifie d'une crise historique qui a commencé depuis 1954. À partir de 1954, vous avez eu le cyclone Hazel qui a ravagé la production de vivrières. Vous avez eu les chutes des prix du café, des prix du sucre, et le début de la chute du prix de la pite également, qui allait être remplacé par le fibres synthétiques. Et depuis lors, le problème économique haïtien s'est posé gravement. Vous avez les élections de 56-57, les Américains et leur instrument, l'armée d'Haïti, nous ont imposé, au lieu de poser les vrais problèmes du pays, nous ont imposé François Duvalier comme président, qui lui-même avait une lecture coloriste de la politique et de la vie de son peuple, qui ne comprenait rien à l'économie, rien au mécanisme des finances, et qui comprenait simplement les choses, comme il disait lui-même, sous l'angle racial. Bon. Donc le problème de fond n'a jamais été résolu, ce qui fait que les 29 ans de duvalérisme, François et Jean-Claude, ont été la période du déclin. Il y a eu bien sûr des replâtrages, des saupoudrages, surtout avec le début de l'année internationale sous Jean-Claude Duvalier. Mais le problème de fond, qui est le problème économique, le problème de la production de richesse, ça n'a jamais été posé pendant les 29 ans de manière scientifique et de manière sérieuse. Maintenant, après la chute de Duvalier, vous avez eu le régime militaire, ensuite la Valace, PHTK et tout. Et ça, c'est le règne du néolibéralisme, l'invasion du marché haïtien par les produits américains, ce qui va vous donner la disparition graduelle du peu qui restait de production nationale, de paupérisation de la paysannerie et des classes moyennes, la migration vers les villes, la constitution des villes populacières, la décote de la Gourde, la migration, les déplacements vers l'extérieur, de parler avec les moyens légaux comme illégaux. Et puis, les villes populacières vont donner naissance, avec en plus l'intrusion massive de la drogue, vont donner naissance à des pratiques politiques de plus en plus mafieuses. Ce qui va vous amener à la création des gangs, sérieusement, à partir
à partir des années 94-95. Parce que le duvalierisme avait créé les volontaires de la sécurité nationale pour les utiliser pour réprimer les masses populaires parce qu'elles n'apportaient pas de solution à leurs problèmes. Mais comme on ne pouvait plus recréer de nouveaux volontaires de la sécurité nationale, maintenant les gangs vont jouer le rôle. Et les gangs sont là fondamentalement pour pouvoir terroriser les masses. Mhm. Donc maintenant, à partir donc, du déclin qui a duré 29 ans avec le duvalierisme, depuis 1986, c'est la faillite totale. Vous avez un pays dont les structures ont éclaté. Ce matin encore, je disais à des étudiants, vous savez, je vais employer une image que vous allez bien comprendre, puisque je suis sûr que vous avez la musique. Aujourd'hui, Haïti, c'est comme une guitare qui est éventrée, les cordes cassées, et on vous demande de jouer de la musique avec. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer avec cette guitare éventrée, aux cordes brisées, ou bien est-ce que vous allez faire une autre guitare? La réponse, c'est qu'il faut faire une autre guitare. Définitivement. Donc, s'il faut faire une autre guitare, eh bien, il faut penser cette nouvelle guitare. Il faut prendre le risque qu'il faut. Il faut mettre sa vie sur la table. Il faut conscientiser. Il faut organiser. Il faut motiver, mobiliser et orienter toute cette démarche vers ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas une simple candidature de X ou Y à la présidence, mais vers la prise du pouvoir. Alors, mais cette fois vraiment par le peuple haïtien. Donc là, on est... Oui. Qui aurait bâti avec des hommes et des femmes un instrument stratégique. Justement, bon, là aussi, il faut que ça soit incarné, soit en fait dans un homme ou dans des hommes et des femmes. Est-ce que d'après vous, on est plutôt sur la bonne voie? Par exemple, ça me permet de faire la transition avec ce qu'on appelle le CPT, le Conseil présidentiel de transition. Est-ce que d'après vous, on est plutôt sur la bonne voie? Vous parlez de ces fameux, comment ils s'appellent encore, ces fameux PT? Ouais, Conseil présidentiel. Je vous dirais simplement que ces gens-là, c'est un ramassis de cette classe politique qui, depuis 30 ans, nous a foutus dans la situation où nous sommes. Ils n'ont jamais rien construit de sérieux. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils en construisent. Ils sont les expressions de cette mafia politique qui a mené ce pays à cette faillite. Cette mafia qui est liée et qui est l'expression de toutes les autres mafias dont vous avez entendu parler. Mafia de la drogue, mafia du trafic des armes, toutes sortes de choses. Donc, en d'autres termes, moi, vous savez, ce sont des gens dont j'évite de citer même les noms pour pouvoir garder la bouche fraîche et propre. Donc, pour moi, ce sont des gens qui ne se sont jamais inscrits dans un destin national et ils n'ont aucun destin, ils n'appartiennent pas à l'histoire, ils ont juste un présent très passager. Alors, c'est vrai qu'on assiste à ça, mais pendant ce temps, il y a les jeunes Haïtiens qui fuient le pays à l'étranger. Il y a ça. Il n'y a pas seulement que les jeunes, excusez-moi, mais il n'y a pas seulement que les jeunes Haïtiens qui fuient. Il y a les jeunes Haïtiens qui restent et qui se battent. Et c'est ça qu'on ne dit pas assez. Parce que je connais personnellement, pour moi qui vis dans le pays, je connais personnellement beaucoup de jeunes Haïtiens qui ont eu l'occasion de fuir avec ce programme mis sur pied par ce président américain qui s'appelle Joseph Robinette Biden, qui, à mon avis, est le président américain le plus cynique, le plus hypocrite et le plus criminel que j'ai jamais vu depuis 1969 que j'observe la politique américaine. Il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé d'entrer dans ce programme, qui ont préféré rester ici pour pouvoir participer à ce travail de conscientisation, d'organisation, de mobilisation et d'orientation. Ça va prendre du temps, ça prendra le temps que ça faudra, mais ça accouchera de ce que ça devra accoucher. Il n'y a pas que des gens qui fuient ici. Certainement, il y a des gens qui fuient, mais il y a des gens qui restent et qui se battent. Et si aujourd'hui, depuis 2 à 3 semaines,
vous assistez quelque peu à un recul des gangs dans certains quartiers. À leur échec de leur tentative de pénétration, c'est grâce à ces gens qui acceptent de rester, qui acceptent de mettre leur vie sur la table et de se battre. Mais ici, vous savez, quand les journalistes étrangers viennent, ils préfèrent la plupart du temps mettre l'accent sur tout ce qui est négatif parce que ça fait vendre. Mais la plupart du temps, ils ne s'intéressent pas aux gens qui restent et qui se battent. Ils font des interviews plutôt avec des chefs de gang, ça leur donne un taux d'écoute. Ils font des interviews avec les victimes, qui le méritent bien, parce qu'il faut bien qu'on entende leur voix, mais très peu avec des gens qui tentent et qui font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir organiser, je ne dis pas la résilience, c'est un mot que je déteste, je ne dis pas seulement la résistance, mais qui organise le combat. Donc, il faut bien mettre l'accent, il faut bien mettre l'accent dessus. C'est très bien, effectivement. C'est bien que vous soulevez ce point parce que c'est très important, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas, qu'on oublie presque. Effectivement, il y a des gens, il y a des jeunes qui restent dans le pays et qui se battent. Et merci de l'avoir dit. Alors, de l'autre côté, et vous savez que selon l'UNICEF, récemment, j'ai appris que la moitié des membres et des gangs en Haïti, ce sont des enfants. J'étais horrifié, et que sur la dernière année qui vient de s'écouler là, en fait, le nombre d'enfants recrutés par les gangs a atteint près de 70%. Donc, on a affaire à des gangs d'enfants parfois, mais c'est incroyable, c'est d'entendre ça. Donc, cette jeunesse-là, en fait, qui est parfois livrée à elle-même, démunie dans les quartiers populaires, c'est souvent la part des chefs de gang sont souvent recrutés par les gangs armés. Ça, c'est horrible. Effectivement, c'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que la misère de ce peuple, la jeunesse de ce peuple est exploitée à de très mauvaises fins, à des fins macabres par toutes sortes de gens. Parce que ces gangs-là, ils ont des chefs, ils ont des commanditaires, haïtiens comme étrangers, qui les financent, qui les arment. Et ils se servent justement de personnes de tout âge, de personnes des deux sexes. Et quand maintenant la population se défend, vous avez également des enfants qui sont victimes. Surtout que ces enfants sont repérés, soit comme antennes des gangs, soit qui sont capturés avec une arme à la main. Et à ce moment-là, ces enfants sont victimes. C'est triste, mais cela arrive. Alors, c'est le même phénomène qu'on a vu pendant longtemps dans les pays d'Afrique, qu'on appelle les enfants soldats. Et récemment, à Tabar, il y a un enfant qui avait été capturé, qui a été capturé par une brigade de vigilance. Et malheureusement, cet enfant est mort. C'est quelque chose de vraiment navrant. Mais je n'aime pas employer l'expression de... Bon, c'est difficile pour moi que ça sorte de ma bouche. Je n'aime pas cette expression qui parle de dommage collatéral parce que pour moi, ça couvre beaucoup de choses. Une mort peut arriver par accident, une mort peut arriver aussi intentionnellement. Et à ce moment-là, l'expression est utilisée pour couvrir les deux catastrophes. Bon, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment abominable. Abominable que ça se passe comme ça. Alors, il y a, en fait, pour moi, pour pas que moi, pas la plupart des Haïtiens qui vivent à l'étranger, ça paraît toujours comme une espèce d'énigme. Les armes qui rentrent en Haïti, et en fait, on le dit. C'est pas une énigme du tout. C'est pas une énigme du tout. Vous avez en face de vous ce qu'on appelle le capitalisme du désastre, qui se nourrit dans l'économie criminelle. Et à 1h40 d'Haïti, vous avez la Floride. Et c'est à partir de la Floride que les États-Unis déversent
les armes, les munitions qu'ils fabriquent à travers toute une série de réseaux sur la Caraïbe, sur l'Amérique centrale, sur les autres pays. C'est un pays où il y a toute une industrie qui fait de l'argent, mais des milliards de dollars, eh bien, en broyant des vies. Ils le font chez eux et ils le font chez les autres. Et ils s'en foutent, royalement. Mais ça dépend la plupart du temps de là où vont les armes et à quoi elles servent. Je prends un exemple et je prends souvent cet exemple. Je suis sûr que si en Haïti se développait une guérilla de gauche et que cette guérilla voulait s'alimenter sur le marché des armes en Floride, je suis sûr que les services secrets américains auraient mis fin à cela immédiatement. Mais comme les services secrets américains sont au service de ces industriels, de ces marchands de mort, ils ferment les yeux et puis ils font de l'argent au dépend des vies humaines. Donc, la plupart du temps, ces armes rentrent en Haïti par toutes sortes de moyens. La contrebande, en passant par les ports, en passant par la frontière dominicaine. Les Dominicains aussi font leur beurre. Vous avez entendu parler de cette soi-disant enquête qui a brusquement révélé comme par magie qu'il y a des officiers de la police ou de l'armée dominicaine qui ont vendu 900 000 projectiles aux gangsters haïtiens. Mais tout le monde le sait depuis longtemps. Les gens qui vivent dans l'Artibonite vous disent ça fait longtemps qu'ils voient des hélicoptères venant de la République dominicaine atterrir dans la vallée de l'Artibonite et décharger des caisses de munitions et d'armes pour les gangsters, pour les bandits, pour les terroristes. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au service d'un plan bien précis qui est la destruction de ce pays. Parce que, regardez-moi, faux ou sage, depuis quand est-ce que des bandits s'intéressent à la destruction de canaux d'irrigation, Ouais. d'universités, d'écoles, d'hôpitaux? Depuis quand? Un bandit s'intéresse je ne sais pas, à dévaliser une banque, à kidnapper des gens, oui. Mais s'intéresser à détruire tout ce qui fait la vie d'un pays, non. Ce sont des gens qui sont en service commandé. D'accord, mais quel aurait l'intérêt de ces gens-là qui commanderaient la destruction du pays? Quel serait le but, en fait? Bon, pour moi, c'est très simple. Depuis de longues années, ça fait 20-30 ans, je pense que, vous savez, un empire, c'est comme une maison. Il y a la chambre où vous dormez, il y a la cuisine, il y a là où vous mangez, et puis il y a là où vous allez à la toilette. Il y a ce qu'on appelle, au sein d'un empire, la division internationale du travail. Haïti, dans l'empire américain, joue le rôle de la toilette. Et depuis près d'une trentaine d'années, mais qu'est-ce qu'on remarque en Haïti? Haïti est devenu le dépotoir de tous les déchets de l'Amérique, enfin d'une bonne partie, toutes sortes de déchets. Haïti est devenu le point de passage, enfin le des points de passage le plus important pour la cocaïne. Et puis Haïti est devenu une province commerciale dominicaine où l'on déverse des marchandises fabriquées en République dominicaine spécialement pour Haïti, avec des investissements dominicains, américains et autres. C'est ça qui est fait. Et pour ce, il ne faut pas qu'en Haïti, il y ait un État. Il faut qu'il y ait un semblant d'État. Un État qui n'en est pas un, dirigé par des mafieux, où cet État ne remplit aucune fonction régalienne, parce qu'il faut que l'inadmissible, l'inacceptable s'impose. C'est ce qui arrive dans ce pays depuis 20 ans et qui explique qu'aujourd'hui, vous avez un territoire de plus en plus contrôlé par toutes sortes de mafias. Vous avez une classe politique qui n'en est pas une, sinon que des bandits en cravate,
Et puis, vous avez des ambassades qui représentent les intérêts de ces pays-là. Mais ils savent très bien ce qui se passe, d'ailleurs. C'est pas moi qui... ce que je vous dis là, je le dis depuis de longues années. OK. Il y a des gens qui ne voulaient pas me croire, et puis brusquement, ils ont été très étonnés d'entendre l'ambassadeur américain dire qu'il avait des relations avec les gangs pour assurer la sécurité de ses employés. Justement, on va y revenir. Mais par rapport à ce que vous avez... Oui, effectivement. J'ai cru entendre qu'une fois, vous avez déclaré qu'un jour, si on ne fait rien, et on demanderait la permission aux gangs pour entrer chez nous. Est-ce que je me trompe? J'ai cru entendre une déclaration de votre part. C'est prémonitoire. Je dis ça. C'était prémonitoire. Vous l'avez vu venir, ça? Vous l'avez vu venir? Oui, bien entendu. C'est la logique déductive. Parce que avant de le dire en 2020, au début de 2020, j'assistais depuis de longues années à ce processus de gangstérisation et de décrépitude. En 2008, sous Préval, deuxième mandat de Préval, j'avais déjà dit que Haïti était en voie de somalisation, de devenir une entité chaotique ingouvernable. Bon, maintenant, 12 ans plus tard, j'ai constaté tout simplement que de plus en plus, le territoire était contrôlé disons que le cancer faisait métastase. Et que de plus en plus, il y aurait des zones où ce sont les gangs qui contrôlaient. Donc pour moi, c'était très clair. Je ne vois pas, il n'y a là rien de prophétique. C'est simplement une logique déductive, un et un font deux. Comme on dit en créole, si bouton s'est fait des malins. Voilà. Effectivement. Alors, maintenant, par rapport à tout ça, est-ce que, effectivement, là, je pense qu'on a atteint presque un point de non-retour. Et à chaque fois, c'est le problème d'Haïti, à chaque fois qu'on a atteint, on va dire qu'on a atteint le fond, on pense qu'on a atteint le fond, et puis on peut encore, on peut encore gratter, il y a encore de la profondeur. C'est assez ahurissant. Alors, est-ce que d'après vous... C'est pas ça pour le cas d'Haïti. Moi, je dis toujours ça aux gens. On dit que le ciel n'a pas de limite, mais l'enfer aussi. Hein. En effet. Il faut faire attention. Hein. Ce sont deux mondes infinis. C'est vrai. Le ciel n'a pas de limite, mais l'enfer aussi. C'est vrai. Il y a quelques mois, en fait, certains quartiers en Haïti, on va dire, se soulevaient et on avait assisté, moi de loin, comment dire, à la colère de la population qui, effectivement, pratiquait ce qu'on appelle le bois calé à l'encontre des gangs. Est-ce que, c'est vrai qu'on est souvent très mal à l'aise par rapport à une situation comme ça, c'est-à-dire, c'est difficile d'avoir, d'avoir un avis tranché, parce que en même temps, il y a en fait la population haïtienne qui vient en faire. Est-ce que d'après vous, le bois calé, en fait, voilà ma question, c'est ça, parce que je sais que c'est une question assez délicate. Est-ce que d'après vous, le bois calé pouvait constituer une solution, malgré le fait que ça peut être scandaleux, parfois, une solution au problème de sécurité en Haïti? Bon, ce qui est d'abord scandaleux, c'est que vous avez un État mafieux. C'est que vous avez une police nationale gangrenée par la corruption. Vous avez des gens que les taxes du peuple haïtien paient, mais ces gens préfèrent faire le jeu du terrorisme, préfèrent s'allier aux bandits la plupart du temps contre la population. Maintenant, cette population qui se rend compte qu'à un certain moment, elle ne peut plus faire une différence entre un bandit et un policier, ça veut dire qu'elle est livrée à elle-même, elle se défend comme elle peut. Et c'est là le problème. Allez-vous dire à ces gens, vous savez, vous n'avez pas le droit d'eux. Ah non, mais attention, la défense est un droit sacré. Et quand votre vie est menacée, vous vous défendez avec ce que vous avez. Et le pire, c'est que quand cela a commencé au canapé vert, il y a plus d'un an, on va avoir 2 ans maintenant, le pire, c'est que vous avez vu des policiers, c'est-à-dire des gens faisant partie d'une institution d'État, donner raison à la population.
Parce que ces policiers vous disent que quand ils s'adressent à leur état-major, ils n'ont pas de réponse. Et quand ils cherchent à comprendre pourquoi ils n'ont pas de réponse, ils découvrent que leurs propres dirigeants sont affiliés aux gangs. Et que les bandits sont bien renseignés, c'est parce que leurs informateurs viennent du cœur même de la police. Vous savez, quand dans un pays, vous avez un problème de sécurité sérieux, de sécurité publique, et que vous n'arrivez pas à le résoudre, c'est que la racine du problème est à l'intérieur des forces qui étaient chargées de vous donner la sécurité. Ils ne sont plus des forces de sécurité, ils sont devenus des forces d'insécurité. Maintenant, vous allez trouver des policiers qui eux-mêmes, pour ne pas être victimes dans leur quartier, avec leur famille, eh bien, se défendent comme la population, avec les moyens du bord. Ils encadrent la population s'arme de pierres, de couteaux, de machettes, je ne sais plus quoi, et puis se mettent ensemble pour empêcher aux bandits d'avancer. Donc, est-ce qu'on peut donner tort à ces gens? On peut leur faire une leçon de morale sur les droits de l'homme? Écoutez, ces pays-là qui nous font des leçons de morale, qui financent les questions qui financent les organisations des droits humains pour la plupart, ce sont eux qui laissent passer les armes et qui les vendent aux bandits. Ces armes viennent d'où? Des États-Unis. Les États-Unis sont les grands financiers d'organisations de droits humains. Et puis en même temps, ils vous disent, vous savez, quand vous devez vous défendre contre les bandits, vous les arrêtez, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il faut les remettre à la police. Qui contrôle la police? Encore les États-Unis. Personne ne peut être chef de la police en Haïti sans l'assentiment de l'ambassade américaine. Personne. Et ils savent très bien que cette police qu'ils ont contribué à créer, à équiper jusqu'à présent, est contrôlée par les bandits. Ils le savent. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à cette population? De se laisser avoir? Donc, au nom de la défense, eh bien, elle se défend comme elle peut. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser avoir. Donc maintenant, comme on dit, après la bataille, on fera le tri entre les blessés et les morts. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et vous savez, il faudra à un certain moment aussi dans ce pays faire ce qu'on appelle une reddition de comptes. Parce que je le répète, voilà des gens que les taxes de ce peuple paient. Et ces gens arment, sont complices de ces terroristes qui veulent le détruire. Comment donner tort à ce peuple qui se défend comme il peut? C'est comme si maintenant, je dirais, je donne tort au marron de Saint-Domingue qui empoisonnait le colon, qui le martyrisait comme esclave. Est-ce que je peux faire ça? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et je vais plus loin. Vous voyez par exemple le cas de Bukele, Nayib Bukele au Salvador. Ce sont ces mêmes pays qui financent des organisations des droits humains qui ne sont pas d'accord avec Bukele. Mais si vous aimez tellement les terroristes, prenez-les avec vous. Partez avec eux chez vous ou bien mettez-les en prison chez vous. Non, pire, des gens qui ont fait des crimes aux États-Unis. C'est ce que j'allais dire. Ils ont été déportés. Ils sont dans des prisons de haute sécurité. Vous venez, vous les débarquez ici à l'aéroport de Saint-Louverture. Dans un pays où vous savez très bien qu'il n'y a même pas de prison digne de ce nom. Mais qui est criminel finalement dans cette histoire? Ce peuple qui se défend comme il peut ou mais ces assassins? Vous savez, comme je vous dis, l'expression dommage collatéral, je ne l'aime pas parce que ça recouvre beaucoup de choses, des fois comme des prétextes. Mais vous savez, quand vous êtes dans le combat, des fois vous êtes obligé de faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si je prends un deuxième exemple avec vous,
Je me rappelle en avril, je crois que c'était en 2022, il y avait une attaque terrible de gang sur la plaine du Cul-de-Sac et les gens fuyaient et se réfugiaient sur des places publiques, parmi lesquelles cette place qui est devant l'aéroport qui s'appelle la place Hugo Chavez. Et je regardais ces gens sous la pluie ou bien sous le soleil. Et puis j'ai commis vraiment quelque chose que je ne me pardonne pas jusqu'à présent. J'ai eu l'indécence de demander à un père de famille qui était là, dont la maison avait été brûlée, qui était avec sa femme et sa petite fille. Et j'ai vu cet enfant assis sur le trottoir où elle avait dormi, ouvrir son livre de grammaire pour étudier. Vous vous rendez compte? Et j'ai demandé à ce père de famille, est-ce que vous croyez qu'une intervention étrangère est nécessaire pour résoudre le problème? Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais pourquoi tu peux encore te poser cette question? C'est parce que les gangs n'ont pas encore frappé à ta porte. Tu appartiens toujours à une autre Haïti. Tu vis encore dans un quartier où tu peux dormir en sécurité. Moi, je ne peux même pas me permettre le luxe de me poser pareille question. Parce que quand on est au fond du trou, on ne regarde pas la main qui vous aide à en sortir. On en sort et on fait une autre route après. Alors, c'est pourquoi je dis donc, il y a deux choses qu'on ne se permet pas de donner à un peuple en danger de mort. Ce sont les leçons du droit humain et les leçons de patriotisme. C'est lui seul qui sait comment il doit se défendre parce qu'il est seul face à l'enfer. Il n'a personne avec lui. Il se défend comme il peut. Et je suis d'accord avec lui. Il fait tout ce qu'il peut pour se défendre. Alors, c'est très très clair. Vous ne pouvez pas être plus clair. On comprend parfaitement et votre avis. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Alors, maintenant, on est face à une situation où, on va dire, la force, en fait, les gangs représentent, incarnent quand même une certaine force. Est-ce que, d'après vous, est-ce que discuter avec les gangs, c'est quelque chose que vous pensez envisageable, puisque de toute façon, maintenant, en fait, en Haïti, voilà, par rapport à la police est complètement démunie, donc voilà, la force, c'est vraiment, malheureusement, c'est du côté des gangs. Écoute, je vais te dire une chose. Il y a une chose qu'il ne faut pas répéter. Ce n'est pas vrai que la police n'est pas démunie. La police a toujours eu tout ce qui était nécessaire pour combattre les gangs. Les policiers n'ont jamais reçu d'ordre pour combattre les gangs. C'est ça qui est vrai. D'accord, ok. À n'importe quel policier que vous parlez honnêtement, il vous dira qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui est menée, où on va arriver au bout de l'opération, on va capturer les chefs, il y a un coup de fil qui est passé qui vous demande de reculer. Et tout le monde sait d'où vient ce coup de fil. Tout le monde le sait. Ce que vous avez là a été créé, entretenu et développé. La police n'a jamais été démunie. La police a toujours eu les moyens et la compétence pour éradiquer ces gangs. Mais vous avez un État bandit soutenu aussi par des politiciens étrangers, également terroristes même, et qui font leur beurre dans l'économie criminelle, dans le capitalisme du désastre. C'est ça la vérité. Ah, mais c'est choquant. C'est vraiment. Écoutez, la vérité, comme disait Shakespeare, la vérité fait rougir la face du diable. Hein? Mais justement, dire comme ça, effectivement, ça me choque. On ne peut pas biaiser avec la vérité. On l'a dit, mais on ne la dit pas. Parce que moi, je vis en Haïti et je parle chaque jour à des policiers qui sont dans les rues. Ils vous disent depuis longtemps, depuis des années, leur hiérarchie, leur chef n'a pas la volonté de combattre le banditisme. Ils demandent les moyens sont là, dans les entrepôts de la police, on ne leur donne pas. L'ordre ne vient jamais de combattre les bandits réellement. Il n'y a que des opérations de cosmétiques. Des opérations de communication. De cosmétiques.
Vous ne voyez pas que la plupart du temps que les porte-parole de la police parlent, ils ont fait un doctorat en langue de bois. Parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ils savent. Et eux-mêmes aussi, des fois, ils ont mauvaise conscience. Parce qu'ils savent qu'ils mentent à leur propre peuple qui est en train de se faire massacrer parce qu'au nom d'une politique cynique, méprisante, raciste. Mais c'est ça qui se passe ici. Bon, écoutez, comment pouvez-vous me dire que vous permettez que des armes et des munitions rentrent à flot pour des bandits et que vous ne voulez pas que des armes rentrent pour équiper même un embryon d'armée? Comment expliquez-vous ça? C'est se foutre des gens. Comment voulez-vous m'expliquer que vous avez un corps de police qui aurait pu faire le job, qui a des unités spécialisées pour ça depuis longtemps? Et à chaque fois qu'un commandant de police qui veut vraiment combattre les bandits, il est déplacé. Il est annulé. Il est mis hors d'état d'opérer. Je connais un tas de cas comme ça. Il y avait un type de l'Artibonite qui avait annihilé. En peu de jours, un gang qui se met à l'intérieur là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? Peu de jours après, il a été rappelé à Port-au-Prince et mis au coin pour être remplacé par quelqu'un qui ne faut rien. Qui est complice de gang. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que le vrai patron, c'est lui le patron des gangs. Donc le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est quelqu'un qui vit en Haïti, qui connaît cette problématique. Je vous parle sincèrement. Pour que vos auditeurs soient édifiés, c'est ce qu'il vous dira. Ce que je vous dis là, n'importe qui veut vous parler, vous le direz à n'importe qui vit en Haïti, qui vit cette réalité chaque jour. Et vous le dira. N'importe quel policier que vous rencontrez dans la rue, qui fait la circulation. Pas plus tard qu'avant hier, j'en ai croisé un, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, mais maître, on compte très bien. Nous pas qu'à faire rien, nous pas à faire rien. Vous avez entendu la réponse? Ouais. Nous pas qu'à faire rien parce que nous pas à faire rien. Mais c'est très complexe parce que ce que vous dites là, parce qu'en même temps, j'étais en train de réfléchir, sous Duvalier, on avait un ennemi commun qui était, voilà, Papa Doc, et puis par la suite Baby Doc. Il avait un visage, on voyait qui c'était, mais ça, c'est un réseau mafieux. Ça rend vraiment le problème beaucoup plus complexe. Alors, comment faire? Parce que là, on est dans quelque chose qui est innommable. Voilà, on le voit même pas. Donc ça, c'est très, très, très complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben, vous savez, le peuple haïtien finira par trouver la solution, je vous garantis. Mais le prix à payer sera très lourd. Hein? Okay. Le prix à payer sera très lourd. Parce qu'il a trop souffert, on l'a trop fait souffrir. C'est un peuple très bien renseigné, de plus en plus. Dans les années 70, nous avons assisté à la révolution du transistor, qui a contribué au renversement de la dictature. Aujourd'hui, c'est la révolution du portable, des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux qui sont faux. Mm-hmm. C'est vrai. Mais il y a aussi énormément d'informations. Les gens voient, les gens écoutent. Il faut la distinction. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée jusqu'où ça pénètre. Vous n'avez pas idée. Ça pénètre dans les profondeurs sociales et géographiques de ce pays. Et je vous garantis que quelque chose est en marche dans ce pays. Et ne vous étonnez pas si un jour, ce pays vous étonne encore une fois. Parce que quand vous acculez un peuple, il vous saute à la gorge. Et à ce moment-là, ne parlez pas de droits humains, parce que vous n'avez pas respecté ces droits. Nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Ça vous arrive parfois d'en avoir marre parce que vous dites oui, je ne parle faute, je parle, mais j'ai pas l'impression que ça ça change quelque chose et que mes paroles atteignent vraiment
les gens. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être découragé ou de vous dire j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû rester Non, 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 non. J'ai choisi un destin collectif. Et le peu que je sais de l'histoire m'a appris que, comme je vous l'ai dit, que les choses sérieuses prennent du temps. Combien de temps, je l'ignore. Je l'ignore. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais tout ce que je sais, c'est que nous travaillons pour que le peuple haïtien se remette dans l'histoire. Pour que le peuple haïtien ne soit plus un simple objet. Pour que le peuple haïtien redevienne sujet de sa propre histoire. C'est un combat qui est mené, qui se développe, qui prendra le temps qu'il faudra, mais qui aboutira. C'est un pays qui est en guerre. C'est un peuple qui est en guerre. Il y a des ennemis, il y a des traîtres, il y a des complices, des ennemis étrangers. Mais c'est un peuple qui sait que dans son sein, il a des fils qui sont dignes de son histoire, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora, mais il sait aussi qu'il y a des étrangers qui ne sont pas ses ennemis. En d'autres termes, comme on dit en créole, nap travail, nap bataille et nap gain. En tout cas, je l'espère et je n'entends que ça. Je pense que c'est le vœu de tous les Haïtiens aussi. Voilà. Bon. De notre côté, c'est pas un simple vœu. C'est pas un simple vœu. Comme vous avez dit, il y a des moments qui sont difficiles à traverser. Il y a des moments qui sont difficiles à traverser, il y a des moments qui sont extrêmement dangereux. Mais vous savez, je vous le répète, nous sommes en guerre. C'est ça la réalité. Et justement, mais est-ce que vous vivez en Haïti, à Port-au-Prince? Bien sûr. Oui, est-ce que c'est ça? Vous avez un rituel de vie, c'est-à-dire que parce que en fait, bon, je peux vous dire que pendant très longtemps, chaque soir, je m'endormais au bruit des balles, des rafales. Mais depuis le 11-12 novembre, depuis que les brigades de vigilance se sont reconstituées et se déploient, je n'entends plus, presque plus, ces rafales. C'est pas un bon signe, ça? Oui, en effet, effectivement. En effet. Ça veut dire que c'est une petite conquête. Ça veut dire que quelque part, peut-être la peur est en train de changer de camp. Ok, effectivement. Mais est-ce que pourquoi ça se généralise pas? En fait, bon, peut-être que j'en sais rien. Bon, pendant que je réfléchis, je me dis pourquoi ça se généralise pas. Mais bon. Ah ben ça va prendre le temps, de même que ça a pris un temps pour que ça éclate. Ça va prendre le temps pour que ça généralise. Naturellement, bon, comme vous l'avez dit, il y aura certainement des dérives, des débordements, mais les gens ont tellement souffert, vous comprenez? Une population qui souffre encore de tout ça, de tous ces traumatismes, c'est terrible. Donc, quand il y a dans certains endroits où les gens trouvent l'occasion de se défendre, de se défouler, toute leur colère, toute leur haine s'exprime. Bon. Comme je vous dis, ce sont des faits de guerre, vous comprenez? Le peuple haïtien n'a pas cherché ça. C'est ce qu'on doit comprendre. Les gens qui veulent nous prêcher la morale et qui n'ont aucune morale, le peuple haïtien n'a pas cherché ça. Le peuple haïtien a été provoqué, agressé. Donc, il se défend avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il peut. Et c'est légitime. Ah ben bien sûr. Bien entendu, là où vous êtes à Paris, une ville dite civilisée, si quelqu'un pénètre dans votre appartement, dans votre maison, pour vous agresser, vous n'allez pas vous défendre avec ce que vous avez?
Définitivement. Ah bien alors. Et tout le monde le ferait. Ah voilà, voilà. Naturellement, la police viendra demain pour constater qu'il y a eu mort d'homme ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vous avez sauvé votre vie. C'est ça qui est important. Et personne ne peut vous le reprocher. Voilà. Donc, que les hypocrites donneurs de leçons ne viennent pas nous faire la leçon, qu'ils cessent seulement d'alimenter les gangs en Haïti, qu'ils cessent de faire leur argent en sacrifiant les vies des autres. C'est tout. C'est ce qu'ils ont à faire. Voilà. Fini les leçons de morale. On est en guerre. Le message est passé. Ah, mais c'est ça. On est en guerre. D'accord. Bon, je présume que pour quelqu'un, parce que, bon, en faisant des conférences, je fréquente beaucoup la diaspora. Oui. Et je mesure à chaque fois le degré de stress que les gens de la diaspora ont. Ils ont beaucoup plus de stress que moi qui vis en Haïti. Parce que quand je vis en Haïti, je mesure les choses. Je sais quand c'est vrai, je sais quand c'est faux. C'est vrai. Mais quand vous êtes au dehors, à Paris ou à New York, à Montréal ou bien à Mexico, mais quand les nouvelles vous arrivent d'Haïti, vous avez l'impression que c'est un pays qui est en train de prendre feu aux 4 points cardinaux. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est vrai, c'est vrai. Je me demande comment vous faites des fois. Je vois par exemple, j'ai des amis dans la diaspora, quand leur téléphone sonne, ils voient que c'est un téléphone haïtien, ils sont au bord de la crise cardiaque. C'est clair. Définitivement, c'est vrai. Alors, c'est pourquoi je dis toujours mais bon, je les appelle ainsi, à mes camarades de combat en Haïti, ne vous mettez pas en tête que dans la diaspora, il se la coule douce, hein. Au contraire, ils souffrent davantage de diabète, de sucre, de diabète, de tension, de crise cardiaque, etc. Et quand il y a kidnapping, ils paient aussi. Et on ne ramasse pas du fric dans la rue de Paris ni de New York. Définitivement. Ça veut dire que les Haïtiens paient un prix très lourd, où qu'ils soient. Donc c'est pourquoi, quand je dis que le peuple haïtien est en guerre, il est en guerre partout. Il est en guerre en Haïti, il est en guerre dans toute sa diaspora, il est en guerre. En tout cas, Guy, je pense que, je ne sais pas si tu as d'autres questions, je pense qu'on a fait, bon. Ben, on a fait le tour, effectivement. Et c'est vrai que vraiment, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Et voilà, j'avais d'autres questions, mais je pense qu'en discutant comme ça, vous avez répondu à presque, vous avez anticipé quand même les questions que j'allais vous poser. Ben, merci beaucoup, Michel Souka. Et vraiment, je pense que votre engagement est utile. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une parole forte. Et la jeunesse, et ce qui est encourageant, je vois qu'effectivement, souvent, les jeunes commentent sur vos prises de position et postent sur les réseaux les déclarations que vous faites. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort parce que cette jeunesse, évidemment, commence à prendre conscience. En fait, pas commence, cette jeunesse qui est très consciente, heureusement, qui est très politisée maintenant. Donc, ça ne peut être qu'une bonne chose. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, votre temps, et pour discuter avec nous. Et merci infiniment. Et vraiment, je vous souhaite bon courage, bonne chance dans ce combat, dans cette lutte que vous menez en Haïti. Merci. Merci beaucoup, Guy. Après, bon, portez-vous bien, bon travail. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Salut tout le monde.